on arrive au Cambodge par la mer, la première chose qu'on a envie de faire, c'est rien. Mais alors, rien du tout. Mais moi, j'ai envie de rencontrer les Cambodgiens. Et pour ça, le mieux, c'est le train. Je suis un peu sourde. Ah bon, je vais parler tout près de votre oreille. Ici, le train vous transporte loin dans le passé, au temps de la splendeur du royaume des Khmers. Et si l'on s'aventure dans la campagne, on fait des rencontres qui font un peu peur. Non, ne l'approchez pas. Mais en fait, Le Cambodge, c'est doux comme une caresse de tarentule. ici, sur le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, on déplace sa maison à bout de bras. Alors, pour ceux qui cherchent une maison à retaper À petit prix, mais gros travaux, prendre un train décapotable et se refaire une beauté en plein milieu du marché, le train c'est... mon tout premier train cambodgien, je vais aller le prendre tout au sud, à Sihanoukville. Il est 6 heures du matin, la gare se réveille à peine, et je suis très vite dans l'ambiance. Bonjour les vaches. Et il y a déjà pas mal de passagers qui attendent le train. Il y a une ambiance ici. Au Cambodge, les premières lignes de chemin de fer ont été construites par les Français pendant la colonisation. Après une longue période d'abandon, le train a été relancé dans le pays tout récemment, en 2016. Les anciennes voies ont été retapées et le trafic reprend lentement, progressivement. Hello, bonjour. Bonjour monsieur. Et qu'est-ce que vous faites avec vos scooters là vous les embarquez? Oui, parce qu'une fois arrivé en ville, je vais en avoir besoin pour me déplacer. Ah d'accord, et ça c'est un service de la compagnie, on peut toujours emmener son scooter? Oui, Yeah. oui, c'est ça. Ah ouais? C'est bien ça, c'est pratique. Et c'est monsieur qui les monte. Comment ça se passe? Vous avez toujours de la place, assez de place dans le train pour les scooters de tout le monde? Il y a seulement 15 places. Ah, et si j'arrive le 16e avec ma moto, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, désolé. Je ne pourrai pas prendre votre moto. Ah d'accord. Il y a un truc qu'on voit ici, c'est que les rails sont pas très écartés. De là jusque là, ça fait 1 mètre. C'est ce qu'on appelle les voies métriques. Et c'est comme ça, c'est beaucoup plus étroit que les voies chez nous en France. Et c'est comme ça que les Français construisaient les chemins de fer, dans ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Ils utilisaient des voies étroites parce que ça coûtait moins cher, parce que ça occupe moins de place au sol. Pour les ponts et tout ça, c'est plus pratique. Ça permet de faire des virages plus serrés pour coller au terrain. Le seul inconvénient, c'est que les trains vont moins vite. Mais bon, à l'époque, c'était pas très grave. Et voilà, l'écartement est resté le même. C'est tout neuf ici. Pardon. Hola, hello, Tuesday. Je peux venir près de vous? Je vais vous embêter un peu avec vos sacs. Hop, attention. Qu'est-ce que vous transportez là? Posez ça là. C'est notre repas pour le voyage.
Alors, Du riz. ça c'est du riz. Ouais. Ouais. Et ça, c'est du poisson séché. Goûtez, goûtez. Ah ouais, c'est pas mauvais. C'est vous qui les avez fait? Ouais, Ah oui? Mais c'est bon, hein? ouais. Et alors, je remarque un truc, comme c'est quand même très salé. Hein. C'est très salé, oui. Mais c'est sucré aussi. J'aime le poisson comme ça. Mangez-le avec le riz, c'est plus doux. Ah, ok. Donc ça c'est le casse-croûte cambodgien. Donc chez nous, c'est sandwich jambon beurre. Là, c'est poisson salé sucré au riz. Ouais, c'est bon, oh, c'est bien. Et vous avez un peu d'eau? Je suis désolé. Ah, bah même la paille et tout. Ah, bah c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, hello. Bonjour. Ah mais je vous dérange. Vous avez l'air adorables tous les deux là. On profite du voyage avec ma fiancée. Ah, et ça fait combien de temps que vous êtes fiancés? Ça fait 2 mois. Et alors pourquoi vous avez décidé de prendre le train comme ça en amoureux? Pour nous, le train c'est tout nouveau. Bon, il n'est pas très rapide, mais on aime bien prendre notre temps ici. Nous les Khmers, on est comme ça. On est tranquille. Et qu'est-ce que c'est être Khmer? On reconnaît un Khmer à sa façon de s'exprimer. La langue c'est primordial. C'est notre culture. Ensuite, il y a la couleur de la peau. Et pour finir, les Cambodgiens sont un peuple pacifique. Un peuple qui n'est pas très ambitieux. On est très accueillant et on veut toujours la paix. Ah, vous dites un peuple pas très ambitieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, un paysan qui a un lopin de terre va le travailler, s'en occuper. Mais il ne cherchera jamais à l'agrandir en grappillant sur la terre des voisins. Il ne prendra même pas 1 mètre carré. Ok. Et c'est vrai qu'on ressent, dès qu'on arrive dans ce pays, une grande gentillesse des gens. Il y a une vraie douceur. Ah oui, la caractéristique de notre peuple, c'est la douceur. Sympa, c'est une bonne définition. Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon voyage en train. Dans le train, cette douceur est tout de suite palpable. Mais j'ai l'impression que quand les Cambodgiens passent à table, c'est un peu plus piquant. Sur les étals des marchés, toutes sortes de petites bestioles à manger. Des bestioles qui volent, qui courent, qui rampent, des sauterelles, des grillons, tout y passe. Mais la star, le mets le plus prisé, c'est la tarentule. On la mange à toutes les sauces. Et j'ai rendez-vous dans un petit village avec de vrais chasseurs de tarentules. Je crois que c'est là. La famille des tarentules. Toc toc toc. Ah, vous voilà. Bonjour. Et donc, qu'est-ce que vous préparez là pour ce midi là? Il y a du poulet grillé, de la soupe de poulet à la citronnelle et des légumes. Ah, ça a l'air pas mal. Et donc, pas de tarentule le midi? Mon mari est parti en chercher. Il va bientôt revenir et on pourra les préparer. Ah, d'accord, ok. Le mari est à la chasse. Mais il est très courageux, votre mari, alors, parce que c'est dangereux, les tarentules. Oui, elles sont venimeuses. Mais on a une technique pour les attraper. Ah bon, ma petite. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes tombée amoureuse de lui? Est-ce que c'est parce qu'il était courageux? Oui. Mon mari est un bon chasseur. Et s'il ne chassait pas les tarentules, je l'aimerais quand même. Parce que je l'aime très fort. Oh, c'est tout mignon, ça. Il est juste derrière, dans le jardin. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Là, dans le jardin derrière? Bah, d'accord, je vais aller voir. Ok. À tout à l'heure.
peu rassuré parce que je ne sais pas d'où peuvent surgir les tarentules. Je ne sais pas comment ça marche. Bonjour, Sousele. Bonjour. Vous cherchez des tarentules? Oui, oui, je cherche. Les enfants, ils cherchent des tarentules aussi, là, derrière? Oui. J'ai demandé aux enfants de venir m'aider. Et alors, vous voulez dire que votre jardin est infesté de tarentules? Oui, oui, il y a pas mal de tarentules ici, dans mon jardin. Mais moi, on me dirait, il y a des tarentules dans mon jardin, je quitterais la maison sur le champ. Je partirais en courant. Ça ne risque rien. Elles restent cachées dans leurs trous. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de chercher des, je sais pas, des carottes sauvages au fond de votre jardin, en sandales. Très cool. Non, il n'y a pas de carottes ici. Pas de carottes sauvages. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de carottes. Il y a quelque chose là? Tiens, regarde. Ah oui, oh mais c'est un gros trou. Mais il n'y a pas de toile d'araignée dessus. En fait, elles se servent de leur toile pour consolider le trou, tout autour. Comme une pâte ou du ciment. Ah, c'est profond. Oui, il faut pas mal creuser. Mais elle va être écrasée, la tarentule. Là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc blanc? C'est l'œuf de la tarentule. C'est un œuf d'une tarentule ou un œuf avec plusieurs tarentules? À l'intérieur, il y a beaucoup de petites araignées. Ah, c'est une drôle de sensation. Hein. On n'a pas envie de le crever. C'est la sensation de l'œuf poché, mais avec des tarentules en guise de jaune. Ouh, la voilà. Ah, elle est là. Ouh. Oh, quelle vilaine bête. Oh là là. Il y a vraiment deux mondes. Il y a moi qui ai envie de faire 10 mètres en arrière et lui qui est tout cool avec un grand sourire et qui prend dans la main une espèce de bête avec des crochets et plein de venin à l'intérieur. Ouh, ça bouge. Moi, j'ai pas peur. Elle ne va pas me sauter dessus. Visiblement, ça s'est un peu impatienté côté cuisine. Madame a décidé de venir donner un coup de main. En fait, c'est toute la famille qui chasse la tarentule. Vous êtes une famille de chasseurs. Oui, toute la famille participe. Ensuite, on les cuisine. En fait, ce qui est le plus surprenant, c'est pas les bêtes, c'est de découvrir qu'ici, les tarentules, c'est comme les taupes chez nous. C'est aussi banal. Sauf qu'on mange pas les taupes. Vous la voyez? Oui, elle est là, avec son œuf. Elle est là, on voit ses pattes. Moi, ma technique, c'est de prendre un bâton et de tirer l'œuf de la tarentule vers l'extérieur. Du coup, ça la fait sortir parce qu'elle va tout faire pour protéger son œuf. Ah ouais, elle retient l'œuf. Ah, c'est incroyable. Quand même, elle est courageuse, cette tarentule. J'aime pas ça, moi, j'aime pas ces bestioles. Mais c'est dingue comme elle défend son œuf, c'est incroyable. Ouh. Pourquoi est-ce qu'elle s'accroche à son œuf et elle ferait mieux de... Enfin, excusez-moi, mais de vous attaquer, de vous mordre et de repartir avec l'œuf? Non, c'est impossible, elle est piégée. Elle tient son œuf et le bâton et ne peut ni fuir ni attaquer. Du coup, c'est facile pour moi de l'attraper et de la coincer pour casser ses crochets. Ensuite, elle est inoffensive. Non, non, ne l'approchez pas. Ah, on voit bien les crochets, là. Hein. Ah oui, c'est des gros crochets. Hein.
Voilà, c'est bon. Une fois qu'on a cassé ses crochets, on ne risque plus rien. Maintenant, je peux jouer avec elle tranquillement. Oh là là, ça me fait peur. Allez-y, prenez-la. Ah, ça, je savais que ça allait arriver. Vous ne risquez rien. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ça c'est des petits guilis. Oh, ça fait guili. Oh, je le dis, c'est pas désagréable. C'est comme une petite caresse. Vous vous débrouillez très bien. Ah bah écoutez, franchement, c'est pas désagréable du tout. C'est comme des petites caresses sur les mains. Pour les gens qui se sentent un peu seuls, c'est pas mal. Et vous savez quoi? C'est pas mal pour vaincre sa peur des araignées. Parce que c'est très doux, très calme, ça bouge pas. Et une fois qu'on a fait ça, on se sent beaucoup plus fort. Voilà. Malheureusement pour ma nouvelle amie à 8 pattes, la suite, c'est du côté de la cuisine que ça se passe. D'abord, faites bouillir pendant 5 bonnes minutes, puis saisissez 1 minute sur chaque face dans l'huile bouillante. Ça griotte. Ah, je sens que c'est le grand moment. Ben voilà. Ah ben elles ont leurs petites pattes toutes recroquevillées. Et comment on mange ça? Les pattes, le corps, tout se mange. On ne jette rien. On fait comme ça. Moi j'attaque par une patte, je sais pas, ça me paraît plus. Ah mais il y a de la chair dedans. J'y vais comme ça? Tout le monde me regarde un petit peu. Il est comme ça? Oui, allez-y. Il y a un truc épique. Ça a un petit goût de... bizarrement, comme une petite friture de rivière, une petite tablette bien grillée, bien salée. Hein? Il y a un goût de poisson un peu, non? Oui, la chair a le goût du poisson. Et la carapace a plus le goût du crabe. Bon, maintenant, j'attaque l'abdomen. Abdomen de tarentule. Ah, il y a un truc qui sort, une espèce de jus. Ah, il y a un jus, il y a un jus, il y a un jus. Tu viens sûrement de croquer dans la vessie ou les intestins. Et alors, pourquoi est-ce que vous mangez des tarentules? Est-ce que c'est parce que il y en a beaucoup partout dans le coin et que vous trouvez ça bon et voilà? Ou est-ce que ça a des propriétés particulières pour vous? C'est aussi un médicament. Le venin sert à soigner. Les anciens nous ont appris qu'en cassant les crochets et en mettant un peu de venin dans les yeux, comme ça, une goutte de chaque crochet dans chaque œil, ça guérit ceux qui voient flou. Moi, je l'ai déjà fait quand j'étais petite. Je ne voyais pas très bien. Et ma mère m'a soignée comme ça. Quelques gouttes dans chaque œil. Et ça a marché. Bah, dis donc, j'aurais appris des trucs. Et ce qui m'épate le plus avec vous, c'est que moi, je croyais que j'allais tomber sur des chasseurs de tarentules, ou ça, un peu des aventuriers, quoi. Et je tombe sur une petite famille très cool à la campagne. C'est quoi votre secret pour être aussi relax, aussi zen? C'est la tarentule qui rend paisible comme ça? Je pense qu'il faut être très calme et très patient pour attraper les tarentules. Ça doit venir de là. C'est comme ça qu'on devient zen, je pense. D'accord. C'est le secret du bonheur par la tarentule. Très bien. Bah, merci beaucoup. C'était super d'être avec vous. Franchement, j'ai adoré. À part l'abdomen. Pour digérer tout ça, rien de mieux qu'un train. Au Cambodge, il n'y en a pas beaucoup. Pour aller du sud vers la capitale, une seule ligne et un train par jour. Un seul, mais plutôt à l'heure. On roule tranquillement, pas plus de 50 km/h. C'est un peu long, mais sans stress. J'arrive donc dans la capitale du pays, Phnom Penh. La ville est en plein développement. Il y a évidemment beaucoup plus de trafic qu'à la campagne, mais malgré tout, ici aussi,
il règne une sorte de tranquillité. Même en plein embouteillage, pas de klaxon, pas d'énervement. Les choses se font en prenant le temps qu'il faut. Moins de 2 millions d'habitants, on est loin des grandes mégalopoles bouillonnantes du Vietnam ou de Chine. Il y a ici un vrai charme. On est très très loin dans les profondeurs de l'Asie et en même temps, tranquille, relax, décontracté. Ce qui est marrant dans ce marché, c'est qu'il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'entre les chaussures et les légumes, vous pouvez venir vous faire une petite beauté. Voilà, petit soin du visage, des petites manucures. Bonjour, Tuesday. Pourquoi est-ce que vous avez une sorte de film sur le visage avec un bandeau sur les yeux? C'est un soin du visage pour raffermir la peau. Le masque sur les yeux protège de la lumière. Et ça va, c'est agréable de faire ça au milieu du marché? Oui, on trouve ça dans tous les marchés ici. Ah oui, on trouve ça partout, dans tous les marchés, c'est ordinaire. Et alors, est-ce que vous vous faites belle avant ou après avoir acheté les légumes? Moi, je viens après. Parce que faire le marché, c'est fatigant. Je marche beaucoup, je transpire. Ici, je me repose. Je me rafraîchis. Et oui, c'est pas mal. Bon programme. Et ben, ça a l'air très agréable. Je vous souhaite de bien vous détendre. Merci beaucoup. Akun. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Elle m'aura jamais vu. Le lendemain matin, je retrouve la gare centrale de Phnom Penh. Je suis dans la capitale, mais j'ai l'impression d'être dans une petite gare de campagne au milieu d'un dimanche après-midi. Les quais sont déserts. Je quitte Phnom Penh charmé. Et en même temps, j'ai comme l'impression d'avoir raté quelque chose. Car Phnom Penh, c'est un nom qui évoque immédiatement une période atroce. Un cauchemar absolu, entre 1975 et 1979, lorsque les Khmers rouges ont fait régner la terreur sur le pays. De cette tragédie, je n'ai presque rien vu ou ressenti dans les rues de la ville. J'en suis même à me demander si le sujet est tabou. Je tente donc ma chance auprès d'une passagère. Est-ce qu'on peut parler de ça tous les deux? Est-ce que c'est compliqué pour une Cambodgienne ou un Cambodgien de parler de cette période où près d'un quart de la population du pays va mourir sous la férule des Khmers rouges? Comment vous voyez ça vu d'aujourd'hui? Quand j'y repense, ça me terrifie. C'était atroce, d'une extrême violence. Tout le monde vivait dans la peur. On se disait que chaque jour était peut-être le dernier. Chaque jour, on remerciait Dieu d'être encore en vie. Où est-ce que vous étiez le 17 avril 1975 quand les Khmers rouges sont arrivés dans Phnom Penh et ont vidé la ville de ses habitants? Ce jour-là, j'étais à l'hôpital. J'avais eu un accident et j'étais gravement blessée. Même les gens malades ou handicapés comme moi ont été forcés de quitter la ville. On a fui vers la campagne et les villages environnants. Impossible de s'arrêter ou de faire demi-tour. Il fallait avancer coûte que coûte. Pas le choix. Les canons étaient pointés sur nous. Heureusement pour moi, quelqu'un m'a aidé et m'a transporté sur son vélo. Je me suis évanouie plusieurs fois sur le chemin tellement je souffrais. Et je n'avais aucun médicament. Mes blessures s'infectaient. J'avais très mal. Et comment c'est la vie après, sous le règne des Khmers rouges? Comment c'est la vie de tous les jours? Les Khmers rouges nous forçaient à travailler dans les champs. On travaillait la terre du matin au soir. C'était très dur. C'était un travail forcé et collectif.
On était réduits à l'état d'esclaves. Les Khmers rouges nous surveillaient et nous menaçaient. On n'était jamais seuls, on n'avait aucune intimité. On était affamés tout le temps. On nous donnait juste un peu de riz. Partout, les gens mouraient de faim. Quand une partie de la population a terrorisé, réduit en esclavage, torturé une partie de l'autre, comment est-ce qu'on fait après pour vivre ensemble et en paix? Ça me paraît incroyable. En fait, les Cambodgiens qui ont survécu à cette période sombre ont appris à être tolérants, à pardonner pour pouvoir vivre. Les personnes qui travaillaient pour les Khmers rouges n'étaient pas tous des monstres, mais ils devaient obéir aux ordres. Ils tuaient des gens pour ne pas être tués. Ce ne sont pas eux les responsables. Ce sont les dirigeants de l'époque. Et ça vous suffit pour pardonner? Je pardonne aux personnes qui ne savaient pas. Ces paysans qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Mais je ne pardonnerai jamais à tous ceux qui ont manipulé le peuple et tué tant d'hommes et femmes. Ça, je ne peux pas le pardonner. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Akung. Merci. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça avec vous. Merci beaucoup. Je crois que c'est pour ça que j'aime le train. Pour ces rencontres, à cœur ouvert, qui tout à coup donnent un visage, une voix, une émotion à l'histoire. J'ai envie d'aller me perdre dans la campagne, me perdre dans ces rizières à l'infini, symbole de la souffrance de millions de Cambodgiens durant la période des Khmers rouges. Aujourd'hui, il n'y règne que le calme, une sorte de quiétude. Ici, les choses semblent redevenues immuables, hors du temps. J'adore l'ambiance de ces petits villages. C'est très calme, très doux. Ça, c'est un village qui s'appelle Boriva, typique du Cambodge profond. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il y a juste une ou deux maisons. Mais c'est pas vrai, il doit y avoir 350 familles ici tout autour, mais dans des maisons isolées, réparties comme ça au milieu des rizières, avec des tout petits chemins de terre qui mènent de l'une à l'autre. Puis on se déplace comme ça en scooter, toujours très tranquillement, en douceur. Il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un cochon. Ah oui, c'est un gros cochon. Arrêtez, pop, pop. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous faites avec ce gros cochon là? Vous allez le vendre? C'est un mâle pour la reproduction. Je l'emmène dans une ferme à côté. Il va féconder une truie. Allez, lève-toi. Oh là là. Ah oui. Effectivement, c'est un mâle. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un vrai mâle. Hein. Et oui, il est bien équipé. Et c'est son boulot de tous les jours au cochon? Oui, il fait ça tous les jours. Je l'emmène dans les fermes et il féconde des femelles. Ah, d'accord. Donc son métier, c'est faire l'amour avec des femelles. C'est pas mal comme métier. Oui, il est très content. En fait, quand il monte là-dedans, il sait qu'il va faire l'amour. D'accord. Et c'est votre cochon? Oui, c'est mon cochon. À chaque fois qu'il fait l'amour, il me rapporte de l'argent. D'accord, ok. On caresse rarement les oreilles d'un cochon. Mais c'est une sacrée bête, hein. Il pèse combien ce cochon? À peu près 200 kilos. Ouais, quand même. Et alors, il sent un petit peu quand même. Hein. Il a l'air propre comme ça, mais il a un petit fumet. C'est l'odeur naturelle du mâle. S'il n'avait pas cette odeur, les femelles ne se laisseraient pas approcher. Ah, vous voulez dire que ce petit fumet là, c'est ça qui va exciter la truie?
Oui, elle est attirée par l'odeur du mâle. C'est ça qui la séduit. Ah ouais. Bon, bah, au moins, je suis rassuré, je ne suis pas une femelle truie. Parce que ça ne me séduit pas du tout. Là, je dois y aller. Je vais juste à côté, mais venez avec moi si vous voulez. Ouais, ok. Je vais voir ça. D'accord. Cochon. Et il est content là. Je sens qu'il a une vibration de joie intérieure, je le sens. Ouais. Ah, il n'a pas la queue en tire-bouchon. Ah si, pardon. Et donc là, vous leur faites faire un petit peu connaissance avant? Comment ça se passe? C'est la première fois qu'ils se voient. Ils sont un peu timides. Mais il est très gros pour cette petite truie, non? Oh là! Allez, allez, viens par ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous commenter? Lève-toi. Et là, ça va, ça se passe bien? Ils disent plus rien? Ils sont contents? Oui, il est bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'aidez? Pourquoi est-ce que vous le soutenez? Parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul? Je dois l'aider parce que la truie est petite. Je l'aide pour qu'il ait une bonne pénétration. Ah d'accord. Bon, très bien. Et vous avez un drôle de métier quand même, hein? Ouais, c'est mon travail. Faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Et alors, ce que j'adore, c'est le regard de madame, tout attendrie. Elle est heureuse de voir que ça se passe bien. Parce qu'elle va avoir plein de petits cochons. Ah d'accord, parce que c'est à vous la truie. Et pourquoi vous n'avez pas un cochon à vous? Ça nous reviendrait trop cher d'entretenir un mâle. On n'a pas assez de femelles, ça ne serait pas rentable. D'accord. Alors vous êtes contente, là? Vous trouvez que ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Le mâle est très beau. Ah oui? Vous le trouvez beau? Oui, il est très musclé au niveau des hanches. Et il est très costaud. Ah, ça y est, c'est sorti là. Hop, voilà, c'est fini. Ah. Bon, ben voilà. Ça manque un peu de tendresse, non, sur la fin, vous trouvez pas? Bon, ben j'espère que vous aurez des beaux petits cochons. Merci beaucoup, Akun. Au revoir. Bon. Eh bien, au revoir, c'était super. Je ne m'attendais pas à ça. Et vous avez encore beaucoup de truies à aller voir, là, ou il en fait qu'une par jour? S'il y a beaucoup de demandes, il peut faire ça 2 fois par jour. Ah ouais, il est très professionnel. Bon, très bien. Merci, Akun. Après cette rencontre sulfureuse et ce petit tour à la campagne, je dois absolument aller tester un train. On l'appelle ici le Bamboo Train. C'est une sorte de mascotte. Les Cambodgiens viennent de tout le pays pour faire un tour de ce train un peu rustique, fait de 4 roues et d'une planche de bambou. Un petit train juste pour le plaisir de rouler sur des rails dans un pays où les trains sont si rares. Ah, là c'est l'atelier là. Bonjour, Sousday. Bonjour. Ah. Ça va? Oh bah. Et pourquoi vous avez plein de. Pourquoi vous avez plein de tongs là? Il y a un sac de tongs. Ah, il y a une tong. Qu'est-ce que vous faites avec? Il y a plein de tongs ici parce qu'elles nous servent pour bricoler. On s'en sert de cale sous le train bambou. En fait, ça permet d'éviter les frottements. Et donc, ça amortit le bruit du train. C'est mieux pour les touristes. Alors ça, c'est un amortisseur vraiment pas comme les autres. Ah oui, et il faut la bonne taille. C'est quelle taille qui va bien? C'est du 42, du 43?
Pour la taille, on prend du 40, du 41, du 42 ou même du 43. C'est de la tongue très souple et en plus très légère. Et alors, regardez ce qui permet au moteur de ne pas diffuser trop les vibrations à la caisse. Regardez, regardez là. Un petit bout de tongue, et là, sous les rails. Un petit bout de tongue, voilà. Dans la tongue, rien ne se perd. Me voilà donc parti pour tester les amortisseurs à la mode cambodgienne. Petite balade dans la campagne environnante, le nez à l'air. C'est juste pour la balade en train, pour le fun. Et un peu plus à l'est, il y a Angkor. Pour rien au monde, je n'aurais voulu rater cette étape. Des millions de visiteurs viennent de toute la planète, fascinés par la légende d'Angkor, le cœur de l'empire des Khmers, un empire qui rayonna du 9e au 15e siècle. À son apogée, la cité aurait abrité près d'1 million d'habitants. Par son étendue, elle fut sans doute la plus grande cité au monde de l'époque. Une véritable mégapole médiévale. Cet endroit est tout juste incroyable, incroyable. Regardez ça. C'est la cité perdue comme on l'imagine, la cité perdue comme dans les rêves. Une cité engloutie par la forêt depuis des siècles. C'est comme une œuvre qui serait à la fois humaine et une œuvre de la nature. Et c'est ça qui est complètement envoûtant. Avec en plus ici une ambiance, une moiteur, le bruit des oiseaux, la douceur de la forêt, les pierres, les ruines. L'imagination qui travaille, c'est incroyable. C'est hypnotisant. On peut rester des heures à regarder ça, ce spectacle des arbres comme ça, qui fusionnent avec les monuments, en se demandant comment c'est possible, comment un arbre peut pousser à travers un monument comme ça. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ce sont les oiseaux qui passent comme ça au-dessus, qui font une petite crotte. Et dans la crotte, il y a des graines. Et les graines se posent comme ça sur les pierres et vont se développer. Les racines vont trouver des interstices, vont écarter les pierres. Et petit à petit, pendant des années et des années, il va se créer comme ça cette œuvre incroyable, où on a l'impression que l'arbre écrase le monument, mais en fait ils sont ensemble et on a l'impression qu'ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre. Dédale. Quelqu'un qui prie. Bonjour, je peux vous parler? Pourquoi est-ce que vous venez prier dans ce petit recoin tout exigu, sous les ruines cachées au fond du temple?
Je viens très souvent ici, dans cet endroit. Je viens prier parce que dans la religion bouddhiste, il est recommandé de prier dans un lieu paisible. C'est comme ça qu'on peut retrouver la sérénité. C'est dans ce calme et ce silence qu'on atteint la paix. Ici, c'est vraiment parfait. On n'est pas dérangé par le bruit des gens. Il y a peu de passages, et c'est pour ça que je viens prier ici. Ah bah oui, là c'est paisible. Et est-ce qu'il y a des vibrations particulières ici pour vous? Ah oui. Ici, dans la cité d'Angkor, il n'y a que des bons esprits. Seuls les bons esprits peuvent résider dans les beaux endroits, comme ici, à Angkor. Les mauvais esprits, eux, comme ils ne font que des choses mauvaises, eh bien, ils ne peuvent pas rester avec les bons esprits. Ils restent éloignés et ne peuvent pas accéder à ces lieux. Et donc c'est pour ça qu'on se sent bien ici, alors encore. C'est pour ça qu'on a envie de rester. Eh bien, merci beaucoup. Akun. Merci. Angkor est un fabuleux voyage. Mais sûrement pas la fin du voyage. L'esprit Khmer est encore bien vivant, partout. Et je vais très vite le retrouver dans mon prochain train. Bonjour, je peux m'asseoir là? Bonjour, Swazday. Et j'aime beaucoup votre coiffe. C'est un motif khmer, ça. Je suis un peu sourde. Ah bon, je vais parler tout près de votre oreille. J'aime beaucoup votre coiffe. C'est un motif khmer, ça, non? Oui, c'est ça. Khmer. Et pourquoi est-ce que vous mettez ça? Je mets ça sur ma tête parce qu'on m'a coupé les cheveux trop courts. Alors j'ai un peu honte. Ah bon? C'est par coquetterie. C'est mon neveu qui a coupé mes cheveux trop courts. Mon neveu ne sait pas couper les cheveux. Il a coupé trop court. Je suis pas contente. Et pourquoi il a voulu couper lui-même? Il n'a pas voulu m'amener chez le coiffeur parce qu'il est paresseux. Mais il est pas sympa, ce neveu. C'est un feignant. Bon, ça va repousser de toute façon, c'est pas grave. Mais cela dit, je trouve que ça vous va très bien. Vous pourriez garder cette habitude après. Ben, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je descends du train non loin d'un lac. Un lac géant, le plus grand lac de toute l'Asie du Sud-Est, le Tonlé Sap. Hello. Bonjour. Le Tonlé Sap est un lac pas comme les autres, sur lequel sont posées des cités incroyables. Des cités sur l'eau, un monde à part. C'est incroyable la vie qu'il y a autour de ce lac. On a l'impression d'être sur une, je sais pas, sur une sorte d'autoroute fluviale. Il y a largement plus d'1 million de personnes qui vivent ici autour. C'est incroyable. On ne sait pas où poser les yeux. Il se passe quelque chose partout. C'est marrant parce qu'il y a une rue commerçante en fait, une rue principale. Et puis dès qu'on s'éloigne un peu, c'est plus calme. Et donc c'est le quartier plus résidentiel. Et là, chacun va qu'à ses occupations. Il y a même une église. Ah, c'est dingue. Alors, il y a l'église et juste à côté, l'école. Et là, c'est la récré. Ça, c'est quand même trop marrant, ça.
C'est vraiment une ville sur l'eau. C'est vraiment incroyable, c'est unique. Et puis là, on arrive au large. Et voilà, le Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Là, c'est le quartier des chantiers navals. Là-bas, il y a un gars qui... Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a un gars qui tire sa maison. Oui, il tire sa maison. Il tire sa maison, mais pourquoi? Il est obligé de la déplacer parce que le niveau de l'eau a beaucoup baissé. Sinon, il va se retrouver bloqué. Et on peut aller le voir? Sousday? Ça va? Oui, ça va. C'est difficile, c'est lourd à pousser comme ça? Oui, c'est plutôt difficile de tirer une maison. Quand il y a du vent, c'est dur, très dur. On ne peut pas toujours le faire à cause du niveau de l'eau. Et quand on a de l'eau jusqu'à la poitrine, c'est vraiment trop dur. Là, il faut utiliser un bateau. Et alors vous vous déplacez tous les combien? Tout dépend de la météo et du vent. Par exemple, on peut se déplacer 2 fois dans la même journée. Et parfois, c'est quelques jours ou une semaine. Mais si vous voulez, vous pouvez me suivre. C'est pas loin. Et c'est toute la ville qui bouge au rythme du lac. Le Tonlé Sap a une caractéristique impressionnante. En fonction des crues du Mékong, son niveau varie énormément. C'est comme si le lac se gonflait et se vidait. Sa profondeur à certains endroits peut varier de 1 mètre à 9 mètres. Et sa surface peut être multipliée par 6. Et ici, on ne rentre pas dans une maison, mais on monte à bord d'une maison. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là exactement? J'amarre la maison pour que le vent ne l'emporte pas. Et c'est bien comme ça, vous avez tout le temps des nouveaux voisins, vous vous ennuyez pas? Oui, parfois je suis à côté de cette personne, ensuite de celle-là ou de celle-là. Ça change tout le temps. Et donc, est-ce que parfois vous déménagez juste parce que vous supportez pas votre voisin? Ah oui, ça m'arrive de changer de place parce que le voisin fait trop de bruit. Ou alors il est trop saoul. Alors je vais m'installer ailleurs. Viens, sois le bienvenu. Je te présente ma mère. Installe-toi, je vais me changer et je reviens. Ok, ok. On s'est rencontrés il y a à peine un quart d'heure et j'ai déjà l'impression de faire partie de la famille. Je suis au Cambodge, tout est normal. Me voilà invité à déjeuner. Akun? Ben, bon appétit. C'est sympa. Et alors, c'est comment de vivre comme ça, sur l'eau, tout le temps? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Oui, on est comme une famille. On vit ensemble. Les gens sur le lac s'entraident énormément. Il y a beaucoup de solidarité entre nous. On est vraiment comme une famille. Et ce lac sur lequel et dans lequel vous vivez tous les jours, est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que c'est comme un trésor?
Oui, mais j'aimerais que tout le monde participe un peu plus. Que tout le monde prenne soin de notre lac. Mais les gens jettent beaucoup trop de déchets. Et en plus, le niveau de l'eau est de plus en plus bas. Tout ça sûrement à cause du changement climatique. Alors, si on fait tous des efforts, si on prend soin du lac et de l'environnement, tout ira mieux. L'eau sera moins polluée et il y aura plus de poissons. Tout le monde sera content et on sera un peu moins pauvre. Bon, ben, merci beaucoup à Kun. Merci pour le repas, merci de m'avoir montré tout ça. Merci de votre visite et d'avoir partagé notre repas. Merci beaucoup. On ne vient pas au Cambodge sans des questions qui tournent dans la tête. Comment ce pays qui a plongé dans l'horreur infligée par les Khmers rouges il y a 40 ans seulement, comment ce pays a-t-il refait surface? Comment les Cambodgiens vivent-ils ensemble tous les jours? Eh bien, une des réponses est peut-être dans ces visages emplis d'humanité de la cité d'Angkor. Dans ces visages de tous les jours, qui disent l'immense envie de paix, toute simple. La paix du quotidien avec les voisins, avec les visiteurs. Les Cambodgiens tiennent, avancent, malgré tout, en tentant d'appliquer avec une discipline de fer un concept qui semble d'une efficacité redoutable, la bienveillance.